Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Conversation, une émission de Madame Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une romancière dont le nouvel livre vient de sortir. Bonjour Emma Becker. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Pas mal, merci. Ma première question traditionnelle maintenant dans cette émission, c'est ça fait quoi d'être vous? Ça fait quoi d'être dans la peau d'Emma Becker? J'ai presque envie de vous dire qu'après avoir lu votre livre, on sait presque. Oui, On pourrait choses. savoir, Oui. on pourrait savoir, mais là, je me demande ce que ça fait d'être vous, là, maintenant. Je dirais que je me sens très chanceuse. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance d'être moi, là, maintenant, tout de suite. Et depuis quelques années, je dois dire, depuis que je fais ce métier. C'est quoi la chance? C'est d'avoir toujours voulu être écrivain et d'avoir réussi à l'être et de réussir à en faire mon occupation principale. Moi, je trouve ça... je suis très heureuse de ça, donc je souhaite ce plaisir à tout le monde. C'est quelque chose dont vous rêviez, auquel vous pensiez depuis longtemps? Ouais, quand même depuis que j'écris, quoi. Depuis que je sais écrire, j'ai toujours inventé des histoires et j'ai eu envie de faire beaucoup de boulot, mais écrivain est toujours resté celui qui est une idée fixe et j'ai eu la chance de publier assez tôt et c'est vite devenu un métier, une disposition d'esprit et un rêve exaucé en somme. Quel autre métier vous auriez pu faire? Auquel vous rêviez? Je voulais devenir agent du FBI, je voulais devenir médecin légiste, j'aurais voulu être actrice, prof, psychologue. Il y avait plein de choses que je voulais faire, mais les livres ont pris le pas sur tout. Oui. Agent du FBI, oui, vous regardiez beaucoup de séries, de films. J'avais beaucoup aimé Le Silence des agneaux. Ah oui. Et voilà, je devais rêver d'un cadre très rigide que je n'avais absolument pas par ailleurs. Hein, et ça m'a vite passé. Oui. J'aimerais qu'on reste un peu dans ces jeunes années. On va regarder la photo que vous avez envoyée. Qu'est-ce que c'est cette photo? On voit une jeune fille, une très jeune fille, avec un chapeau sur la tête. Est-ce que c'est vous? C'est moi. Je dois avoir, je pense, 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Et je me souviens que cette photo a été prise dans le Midi, à Saint-Égulphe, où on passait tous nos étés. Ma mère venait de me faire couper les cheveux, j'étais pas ravie, mais j'aime beaucoup cette photo parce que je crois que j'ai beaucoup aimé cette époque, j'ai beaucoup aimé mon enfance et c'est que des bons souvenirs quand je vois des photos comme ça. On est dans quelles années là? On doit être en 96, 97, quelque chose comme ça. Mes sœurs sont petites et je crois que ma mère m'a mis son chapeau sur la tête pour le soleil. C'est pas un cliché très intéressant, mais voilà, ce sont des photos que je garde précieusement parce qu'elles évoquent tout un tas de souvenirs très solaires. Hein. Comment elle est, cette jeune fille? Comment vous la voyez aujourd'hui? J'essaye d'être la plus proche possible de cette petite fille. Je me souviens d'une petite fille qui était déjà qui aimait déjà beaucoup les livres, beaucoup inventer des histoires, puis les lire ensuite à voix haute. Puis j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui me faisaient beaucoup, beaucoup rire. Hein. Et je sens que sur cette photo, on devait être en train de m'en raconter d'une quelconque manière. Et j'étais une petite fille très joyeuse. J'ai eu une enfance très heureuse pour moi. Ouais, vraiment, que des bons souvenirs. On lisait quoi à la maison? À la maison, on lisait beaucoup de classiques. Ma mère aime beaucoup la littérature contemporaine, donc elle achetait ce qui passait. J'ai découvert mes livres de référence grâce à ma mère, qu'elle laissait traîner sur sa table de nuit. Et puis évidemment, mes premières lectures érotiques, mes premières BD de Jean-Marc Reiser ou de Villemain, c'était mes parents aussi. On avait des goûts assez éclectiques. J'aimais beaucoup quand mes parents achetaient Fluide Glacial, par exemple. C'était des revues qui tournaient comme ça dans la maison, qu'on n'était pas censé lire, mais que je lisais en cachette. J'ai appris beaucoup de choses des lectures de mes parents et des lectures qu'on essayait de me cacher. Vous avez un souvenir marquant d'une lecture cachée? Oui, tout à fait. J'ai le souvenir d'un livre qui est devenu vraiment un de mes romans préférés, qui s'appelle Le Point d'orgue, de Nicholson Baker, qui est un auteur américain. Et je me souviens de la couverture du poche que ma mère lisait, qui était une couverture avec une femme aux fesses nues, qui m'intriguait énormément. Et c'est un livre que j'ai relu depuis mes 9 ans. J'ai dû le lire à peu près à cette époque-là, ce livre. Hein. J'ai dû le relire une vingtaine de fois. C'est vraiment un livre dans lequel je trouve à boire, à manger, matière à réflexion.
Et c'était des livres que, voilà, que les petits n'étaient pas censés lire. Mais comme c'était des sujets, moi, la sexualité qui m'intéressait déjà beaucoup, j'ai commencé à lire très vite parce que je volais comme ça les livres de mes parents et j'essayais de repérer les scènes un peu salées. Et donc j'ai appris à lire très vite en diagonale et je dois ça aussi à mes parents. Est-ce que cette curiosité vous tient toujours pour Ah la oui, façon oui. dont c'est raconté? J'ai toujours la même curiosité de la sexualité. Je crois qu'elle a un peu changé de couleur, elle a changé d'angle. Je crois qu'à l'époque, ça me fascinait comme un jeu auquel les adultes jouaient et que je devinais comme ça à travers la littérature. Et puis, c'est devenu après un sujet de réflexion sans fond, c'est-à-dire que il m'apparaît que la sexualité, c'est un théâtre où défilent toutes les émotions humaines. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu envie d'en faire mon matériau principal. Je trouve qu'en parlant de sexe, on parle de beaucoup plus que ça. Et moi, en tant que femme, j'ai l'impression de parler de quelque chose de crucial de ma personnalité en parlant de sexualité. Qu'est-ce qui est crucial? Eh ben, parce que la sexualité, je crois qu'elle a toujours été beaucoup mieux expliquée aux hommes, beaucoup plus, comment dire, beaucoup moins complexe pour les hommes que pour les femmes. Et quand j'en parle, moi, je parle de la difficulté que bien souvent j'ai eue, petite fille, jeune fille, à comprendre ce que c'était, à comprendre pourquoi on entourait ça d'un tel silence et puis de tels éclats de rire. Et quand je suis devenue grande et que j'ai commencé à pratiquer ce jeu aussi, j'avais l'impression très souvent de ne pas comprendre les règles. Et puis quand ça a commencé à fonctionner, quand mon corps a commencé à sentir, il m'a paru que c'était miraculeux, que c'était pour moi accéder à une voix que je n'avais pas, que j'avais essayé d'imiter très très longtemps. Quand je parle de sexualité, je parle de mon âme. Et je crois que c'est ça que font les femmes quand elles parlent de sexualité. C'est pas parce que c'est un sujet ludique ou parce que ça nous fait tous plaisir de lire de la sexualité. On en parle parce que pour nous, c'est un sujet complexe et qu'on cherche à démêler, moi en tout cas. Votre nouveau livre, évidemment, tourne aussi autour de ces questions-là, mais il est aussi situé dans un milieu qui est assez particulier, qui est le monde littéraire. Oui, tout à fait. Qui est le monde dans lequel je travaille, donc j'évolue plus ou moins. Mais c'est une histoire, ce n'est pas une histoire de sexe, c'est une histoire de passion amoureuse. Et je crois que dans les premiers temps de la passion amoureuse, le sexe est quand même l'activité qui vous tient le plus en haleine. Donc il y a toujours une justification dans mes livres à la sexualité. Je n'en parle pas gratuitement, c'est toujours pour dire quelque chose. Et pour expliquer, je crois, ce qu'il y a de désespérant dans cette tentative de se connaître les uns les autres, de se rencontrer, d'amoindrir la solitude. Là, quand je parle de sexualité dans ce contexte de passion amoureuse, c'est parce que brusquement, j'arrête de réfléchir et je commence à sentir. Et pour moi, donner la parole à mon corps, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc ne faire que ressentir, ça a toujours été quelque chose de compliqué pour moi. Et c'est un véritable miracle quand ça se passe, et c'est ça que j'essaye d'évoquer dans ce livre-là. Les premières pages racontent une rencontre, et on hésite toujours entre le personnage semble hésiter toujours entre la réflexion, effectivement, et l'instinct brut. Oui, c'est toujours un peu un combat contre soi, parce que quand on sent qu'on commence à aimer bien quelqu'un, on sent bien que c'est plus la tête qui réfléchit, c'est le corps qui réagit à une odeur, à une alchimie, et la tête court derrière le corps pour essayer de mettre dans tout ça un peu de raison, un peu de bon sens. J'ai commencé à écrire ce livre parce que justement je sentais bien qu'une partie de moi, la partie charnelle, ce qu'il y avait de viande en moi, était irrésistiblement attirée par cet homme. Mais j'étais mariée, j'avais des enfants, je ne pouvais pas me jeter à corps perdu dans cette histoire. Donc ma tête, la partie de moi qui écrit, s'est dit qu'elle allait essayer de disséquer ce qui était en train de me tomber dessus, cette espèce de brouillard qui s'appelle la passion, parce que je me disais, plus je vais en faire une affliction physique comme une grippe, plus je vais réussir à avoir un peu de pouvoir dessus. Je me disais, essayons de décrire la passion comme un processus physique qui vous prend petit à petit, et peut-être qu'à ce moment-là, ça paraîtra moins mystique, et donc peut-être plus banal, et donc ce sera plus facile d'en sortir. C'est des symptômes, en fait. J'essaie de décrire les symptômes, tout à fait. Mais ça ne m'aide pas dans le sens où plus on décrit l'amour et plus on tombe amoureux de soi-même amoureux. Enfin, c'est-à-dire c'est un processus dans lequel on tombe cul par-dessus tête, plus on essaye de se débattre, malheureusement ou heureusement. Dans le livre, d'ailleurs, à un moment, vous racontez que vous faites lire les pages écrites à votre amant. Oui, tout à fait, parce que... Il y a déjà de la distance dans...
Bah, y a déjà une tentative, quand on commence à écrire sur un sujet, de toute façon, ça y est, on se déplace de sa propre vie pour se mettre légèrement en retrait et se regarder vivre. Et c'est vrai qu'à un moment de ce processus d'écriture, je n'ai pas, moi, le recul suffisant pour savoir si ce que je fais est bien. Et c'est une preuve d'amour et de confiance de ma part que de lui faire lire les pages, parce que je suis sinon quelqu'un d'assez solitaire, je ne fais rien lire à personne avant d'y avoir mis le point final. Donc c'est un don de moi supplémentaire que je trouve dans un sens beaucoup plus impudique que le don de soi physique, l'abandon sexuel. Et c'est déjà l'emmêlement de deux cerveaux d'écrivains. Je vous propose de passer à la musique. Question passion. On va écouter un peu de musique, on va voir si vous reconnaissez ou si ça vous parle. D'accord. C'est Bach. C'est Bach. C'est Bach. Les variations? Ouais. Je m'épate moi-même. Bravo. Mon père serait fier. Et est-ce que vous reconnaissez l'interprète? C'est pas Glenn Gould? Si. C'est merveilleux. Chapeau. Merci beaucoup. J'ai un père pianiste, alors c'est vrai que je devrais avoir une culture musicale un peu plus étayée, mais voilà, ça je reconnais immédiatement. J'ai choisi ça, pas tant pour Bach, mais plutôt pour Glenn Gould. Ouais. Parce que vous citez Glenn Gould à un moment, il y a au tout début, là, je crois que c'est quand vous arrivez. Oui. Vous dites ça, vous utilisez Glenn Gould un peu comme une. Comment dire? Comme une illustration un peu, ou comme quelque chose. Qui a vu Glenn Gould jouer se rend bien compte que Glenn Gould, c'est une illustration. C'est la musique mise en mouvement. Enfin, c'est un spectacle de regarder Glenn Gould jouer Bach. Il y a tout là-dedans. Je me demandais si c'était aussi ça, quand on rencontre quelqu'un, et la première fois qu'on rencontre une personne, qu'on fait l'amour avec elle, est-ce que c'est aussi ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on se regarde comme dans un spectacle? Est-ce que la représentation s'est vraiment éloignée? Je crois que justement c'est le contraire. Ça n'est plus un spectacle quand on fait l'amour avec quelqu'un dont on est passionnément amoureux. C'est justement le moment où on arrête de se regarder et où on ne fait plus que jouer une partition qu'on connaît par cœur, mais pas parce qu'on l'a apprise et répétée, parce que c'est cette partition qu'on devait jouer depuis le début. Donc votre métaphore avec Glenn Gould, elle se tient. Faire l'amour avec quelqu'un dont on est amoureux, c'est jouer comme Glenn Gould, qui a l'air d'avoir lui-même inventé tout ce que Bach a écrit. C'est en lui, c'est dans ses doigts. On va écouter un autre morceau. On va voir si vous reconnaissez là encore. Bien sûr, Cosmic Dancer de T-Rex. C'est un grand amour T-Rex. C'est toutes mes années à Berlin. Je ne sais pas exactement comment j'ai découvert ça. Je crois que c'était en aléatoire. Je connaissais 2-3 chansons. Et je suis tombée amoureuse de Marc Bolan comme j'ai pu tomber amoureuse à 16 ans de Jim Morrison. C'est-à-dire, je savais qu'il était mort et je savais qu'il n'y aurait pas d'histoire possible entre lui et moi, mais ça me faisait de la peine de penser au fait que je l'avais raté. Pour moi, Marc Bolan, c'est la poésie. Il y a certaines pièces de T-Rex, on ne sait pas si ce qu'il y a de mieux, c'est cette guitare qui fait des déchirures comme ça dans l'air, si c'est les miaulements de Marc Bolan, si c'est les arrangements de ce producteur incroyable, Visconti, qui s'appelait Visconti, je crois, Tony Visconti, qui mettait partout des cordes. C'est absolument... c'est magistral, T-Rex. C'est toute l'histoire du rock. Dans un album, c'est Electric Dancer, je crois. Electric Warrior. Non. Si, celui avec une couverture noire, où il y a tout dessus. La silhouette de Bolan avec un ampli derrière. Exactement, qui est un album légendaire, quoi. Il y a tout de bon là-dedans. Et ce mélange de visage de petit garçon et cette espèce d'impudeur qu'il avait sur scène, moi, je pourrais le regarder pareil sur scène pendant des heures. Bolan a commencé, disons que T-Rex a commencé sous une autre forme. Ça s'appelait Tyrannosaurus Rex et c'était un groupe qui était beaucoup plus folk. Oui, tout à fait. Et ensuite, il est passé à quelque chose d'un peu plus électrique et plus resserré, comme ça.
Est-ce que vous voyez vous-même vous métamorphoser? Parce que là, il est vraiment passé d'une esthétique à l'autre. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que vous voyez abandonner ce que vous faites pour adopter une autre forme? Non, j'ai pas l'impression de... Mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de distance sur ce que je représente moi en tant qu'écrivain ou sur ce que j'écris. J'ai l'impression de continuer mon investigation. Alors bien sûr, je peux voir la façon dont j'écris, je vois qu'elle a évolué entre mon premier livre, Monsieur, et le dernier, évidemment. Mais j'ai peut-être ce défaut qui fait que je ne vois pas, moi, mon évolution. Je m'en rends compte quand je lis la presse, par exemple. Je me rends compte du changement de ton qu'il peut y avoir entre la sortie de Monsieur quand j'avais 21 ans et Le Mal je lis maintenant. Et je peux pas vous dire que ça me rend pas extrêmement fière de voir que... j'ai l'impression d'être beaucoup plus prise au sérieux et je suis super fière du travail qui a été abattu, des gens qui m'ont entourée. J'ai eu la chance d'être entourée par des gens qui m'ont fait progresser aussi. Je vous fais écouter encore une musique. C'est pas une Streetlight Orchestra? Je la connais pas celle-là, mais vous connaissiez vous Nirvana? Oui. Et puis moi j'ai découvert ça il y a vraiment pas très longtemps. Alors je précise, c'est pas le Nirvana Oui, bien des sûr. années 80, C'est le 90, Nirvana des années c'est le 60. Nirvana des années 60, qui était un groupe anglais très orchestral Mais oui, et qui a un peu disparu. qui a complètement disparu et qui est un groupe merveilleux. J'écoute que ça en ce moment, j'écoute que Rainbow Chaser, je sais pas si c'est le même album, mais peut-être que c'est le genre de groupe dont on a tiré 4-5 chansons qui sont vraiment bien, puis le reste a été un peu dilué dans tout ce qu'il y avait comme offre à cette époque-là. Mais c'est merveilleux, Nirvana, Tiny Goddess, c'est une chanson extraordinaire. Et ça, c'est exactement le genre de choses que je pouvais écouter quand j'avais 15-16 ans. Mon père était pas du tout dans ce... Il trouvait que c'était un peu une espèce de mer de kilomètres qu'on produisait dans les années 60-70. Moi, la délicatesse des arrangements me touche beaucoup. Je suis très pop, un peu disparue des années 60-70. Pour moi, c'est exactement comme... ça me met dans l'état dans lequel écrire me met. C'est-à-dire que brusquement, je suis toute seule avec cette musique que j'écoute ou ces mots que je suis en train d'écrire. Et je ne veux personne avec moi dans ces moments-là. C'est presque comme de la masturbation. Je suis dans mon monde à moi et je ne veux pas qu'on... Et je déteste qu'on entende ce que j'écoute dans mes écouteurs. Pour moi, c'est très personnel. Et j'ai jamais pu m'expliquer cette pudeur qui me prend quand j'écoute de la musique, mais c'est l'une de mes seules pudeurs, je dois dire. Oui. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'il y a la peur à un moment ou à un autre de disparaître, comme ce groupe a disparu? Non. J'avais tellement aucun... je n'avais déjà tellement aucun désir d'apparaître. Tout ce qui m'est arrivé comme ça, sans que vraiment je le prémédite, que je n'ai pas du tout... J'ai pas du tout d'angoisse de disparaître. Alors de la scène littéraire, on entend bien. Après la mort, c'est encore tout à fait autre chose. Mais la postérité, non, m'obsède pas particulièrement. D'accord. Non. On va passer à la séquence suivante, qui est la séquence des mots. Il y a des mots qui vont apparaître, vous allez réagir plus ou moins rapidement. Le premier, c'est inflammable, qui est un mot que j'ai retrouvé à quelques reprises dans votre écriture. C'est quoi, tempérament. C'est Tempérament, c'est moi. C'est vous? C'est moi, ça a été moi très longtemps. C'est-à-dire, je vivais vraiment de coup de cœur, je disais cette expression, mais de petite passion en petite passion. Je suis quelqu'un qui a un tempérament assez addictif, je dois dire, et j'ai souvent traité l'amour comme j'ai pu traiter, je sais pas moi, l'herbe ou d'autres substances. Je me projette comme ça d'un high à un autre high. Et donc, j'ai tendance à dire que mon tempérament est inflammable. D'accord. Le mot suivant. C'est un combat de mots, là. Fantasme ou illusion?
Bah, les deux, hein, les deux. Je crois que le fantasme est une illusion et réciproquement. Le fantasme est un pays très confortable dans lequel vivre. Par contre, après, il faut en revenir. Et quand on en revient, j'ai tendance à trouver que la réalité est souvent beaucoup plus décevante. C'est pour ça que j'écris. C'est parce que quand j'écris, je suis dans un fantasme perpétuel de ma propre existence. Et ça aussi, c'est peut-être pas le comportement le plus sain, mais bon, bah, il faut bien vivre avec ses vices. C'est bien dit. C'est un peu le principe du livre. C'est un peu les principes. Oui, c'est-à-dire qu'au tout début, je me dis, est-ce que tout ça est un fantasme? Est-ce que je fantasme cet homme-là? Est-ce que je me fantasme moi au bras de cet homme-là? Est-ce que c'est l'illusion d'un renouveau que je ne sens pas dans mon couple de jeune mère? Au début, j'ai très peur j'ai très peur de me faire confiance, justement parce que j'ai un tempérament inflammable et que je me dis, mais si je commence à partir avec tous les mecs dont je tombe amoureuse, je n'en finirai pas. Donc oui, c'est mon pire ennemi et mon meilleur ami, le fantasme. Prochain mot. Ah, Paris ou Berlin? Paris ou Berlin? Ah, très longtemps, j'ai eu aucun mal à choisir, c'était Berlin. C'était Berlin. Et puis, j'ai eu une fin de Paris qui a commencé à me redévorer. Je crois que c'est aussi un petit péché d'orgueil, hein. Je crois que c'est parce que ce monde de la littérature est très parisien et que quelque chose en moi avait désespérément envie d'en être, hein. D'ailleurs, j'en fais pas mystère dans mon livre, hein. Je suis souvent très, comment dire, pétrie de considérations un peu, des histoires de classe sociale, de mépris de classe, qui certainement ne m'honorent pas. Donc Paris, pour moi, ça a été très longtemps, je faisais l'indistinction. Paris, c'était comme une très belle maîtresse qui vous coûte un fric fou, quoi. Mais en même temps, vous pouvez pas vous empêcher d'avoir envie d'être près d'elle. Mais vous vous sentez pauvre avec elle. Et Berlin, c'était la maîtresse qu'on sort pas forcément parce que c'est pas la plus reluisante, mais qu'est-ce qu'on est bien dedans. Ouais. Pas mal. Le prochain mot. Lassé. Ah. À quel moment est-ce que vous êtes lassé? Oh, je suis très souvent lassée. J'ai un tempérament qui se lasse assez facilement. Peut-être justement parce que je me projette comme ça de high en high. Donc entre les deux, il y a souvent une grande lassitude, mais il m'arrive très souvent d'être lassée de moi-même, lassée de mes retournements, de mes questionnements sans fin, lassée de réfléchir comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'en devenant écrivain, je me suis construit aussi ma propre petite prison. Hein, Ah ouais, je me fatigue, oui. Ouais. Je me trouve assez fatigante, oui. Alors j'imagine pas pour les autres, mais déjà moi c'est compliqué, donc... Le prochain mot, partir ou fuir? Fuir, c'est plus facile que partir. Partir, je pense, demande de laisser quelque chose derrière soi, demande de faire des adieux. Je déteste faire des adieux. Vous êtes timide? Non, mais je suis pas quelqu'un de spécialement timide, mais je crois que j'ai peur et c'est un narcissisme terrible de ma part, hein, et je dois avoir peur de manquer. De manquer aux gens, que les gens me manquent. Alors je déteste dire au revoir, je déteste ces trucs définitifs. Donc j'ai souvent tendance à fuir. Hein. Par exemple, dans les soirées, je déteste dire au revoir. J'ai l'impression que c'est une impolitesse. Je préfère m'éclipser et laisser les autres s'amuser sans cette idée que peut-être il est tard, c'est pour ça qu'elle part. Fuir, parfois, c'est de la politesse aussi. Le dernier mot, en peu de mots, bientôt. C'est quoi bientôt? Ah bah bientôt, c'est l'endroit où je vis. C'est-à-dire que je suis très souvent dans l'espoir de ce qui va m'arriver bientôt de bien. C'est-à-dire j'ai toujours eu beaucoup de mal à me dire « mais là, t'es bien, là, tu es heureuse. » là. Pour moi, le bonheur est toujours dans ce qui va arriver après. Et c'est un mal, il ne faut pas penser comme ça. Alain le dit très bien, le bonheur, il est là, maintenant, tout de suite. Le futur, ça n'existe pas. Votre livre se termine, sans rien dévoiler, sur une note qui est un peu dans cette idée-là, j'ai l'impression, plus ou moins, mais surtout, en fait, ça m'a fait penser à Sacha Guitry. À Sacha Guitry? C'est un beau compliment. Sacha Guitry peut terminer quelque chose comme ça, de façon un peu... Nous sommes là. Ah bah écoutez, alors j'ai pas lu suffisamment Sacha Guitry, mais je suis très flattée que ça vous fasse penser à ça. Je crois que c'est mon roman le plus optimiste. Je crois que c'est non seulement mon roman le plus optimiste, mais en plus mon roman le plus romantique. Et donc peut-être le plus subversif, dans un sens. Parce que maintenant c'est de la subversion, je crois, les grandes histoires d'amour. Avant de terminer, et pour terminer, on va regarder, écouter un message que quelqu'un a envoyé pour vous. Emma. Alors Emma, toute petite, tu as monté un spectacle avec tes petits camarades de classe, c'était vraiment toute minute, qui s'appelait L'Arbre à fesses. C'est un spectacle que tu avais inventé, que tu avais mis en scène.
Et puis le temps a passé, en 2005 tu m'as demandé juste comme ça de donner un petit coup de main et j'ai fini sur la scène de Nogent-sur-Marne en talons aiguilles et porte-jartel sur une patinette dans le Rocky Horror Picture Show que tu avais remis en scène. Depuis, en fait, ta grand-mère qui perd fort heureusement un petit peu la mémoire, je zigzague beaucoup pour lui expliquer qu'elle va pas tarder à voir ton livre, le premier, parce que les autres, je suis pas sûr qu'elle sache. Et là, tu m'as dit que tu allais venir ces jours-ci à propos de mon propre papa, qui lui n'est plus là, le pauvre homme, mais quelque part, je suis un peu rassuré pour lui. Je suis très inquiet. Je voudrais que tu me rassures. Vous pouvez le rassurer. Bah oui, il ne faut pas avoir peur de moi comme ça. Non, je veux lui parler de son père parce que je crois que j'ai jamais vraiment parlé de son père à mon propre père, mais je me souviens qu'il a été très très triste lorsque son père est mort. J'ai cette image de moi à 8 ans, brusquement m'arrêtant dans mon jeu parce que je voyais mon père jouer un truc de Chopin au piano et il s'était mis à pleurer en même temps. Et ma mère m'avait dit c'est parce qu'il pense à grand-père. Et comme j'ai découvert récemment que mon grand-père avait été le chef-op d'un réalisateur polonais qui s'appelait Walerian Borowczyk et qui faisait du porno un peu intello, enfin du cul un peu intello, et que ça ne colle absolument pas à ce qu'on me disait de mon grand-père, je voudrais parler de lui avec mon père. Je voudrais bien savoir quel genre de rapport il avait avec son père et pourquoi est-ce que il a eu des relations tellement orageuses avec lui, parce que j'ai eu moi aussi des relations très orageuses avec mon père. Donc, et puis je cherche aussi des façons d'atteindre mon père un petit peu. C'est-à-dire au-delà de tout ce qu'il est impossible de partager, comme mes livres par exemple, je me dis, on n'est peut-être pas obligé de partager ça, mais moi je voudrais bien savoir voilà, qui était son père pour lui. Peut-être pour savoir aussi qui est mon père pour moi. J'aimerais bien écrire sur ma famille. Ça risque pas de le rassurer, mais voilà. Peut-être une nouvelle métamorphose. Tout à fait. Voilà. Merci pour cette Merci conversation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Conversation.